corruption était quand même limitée, d'une part, et puis elle était téléguidée. Hein. On savait à quoi servait l'argent. Oui, à quoi servait cet argent. Les choses la corruption a évolué d'une manière astronomique avec l'arrivée de Chadli Benjedid au pouvoir. Et alors, avec l'arrivée de Bouteflika, alors ça a explosé. Maintenant, c'est tout le monde hein, Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Bouteflika? Quand il arrive au pouvoir en 1999, bon, comme tous les présidents algériens, hein, il a été nommé par l'armée. L'armée qu'il a choisie, ce sont des généraux qui l'ont nommé. Sauf que, évidemment, on nomme un président, mais c'est un président de façade. Hein, c'est une marionnette que l'on met là et il a des pouvoirs, mais il a des lignes rouges à ne pas franchir. Et donc, alors pour bien lui faire comprendre ça, parce que lui pensait probablement être plus malin qu'eux, en disant moi je suis un ancien ministre des Affaires étrangères, moi j'ai connu Kissinger, j'ai connu enfin, beaucoup et donc je vais les avoir à la longue ces gens-là. Donc, mais eux, alors pour le mettre en position de faiblesse d'emblée, ils se sont arrangés pour que les autres candidats à l'élection se retirent la veille du scrutin, donc ils se retrouvaient élus, mais mal élus. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà le premier clash, si vous voulez. C'est à partir de là qu'a démarré un peu cette lutte de clans. Et je dis, bon, maintenant, pour pouvoir s'affirmer vis-à-vis de ces gens-là, il avait certes officiellement le soutien du peuple algérien, mais un soutien qui avait été bien entaché d'irrégularité. Et puis, bon, comme on dit en Algérie, les Algériens votent, mais l'étranger élit le président. Donc, il lui fallait des soutiens étrangers. Et le soutien, quel meilleur soutien pouvait-il avoir que celui du président des États-Unis? Donc, ce qui fait que d'emblée, il a commencé à pencher vers les Américains pour essayer d'avoir le soutien de George Bush. Hein, Alors, il va chercher un vieil ami, Chekib Khalil, qui est un ami d'enfance. Hein, ils se connaissent d'où? Ils se connaissent déjà depuis Oujda, depuis qu'ils étaient jeunes. Hein. Ils ont été à l'école ensemble, ils sont nés tous les deux à Oujda, ils ont grandi là-bas. Bouteflika vivait chez Khalil, chez lui à la maison, parce qu'au sein de la famille de Bouteflika, le père de Bouteflika était marié à 2 femmes. Et donc il y avait une atmosphère pas très bonne au sein de la famille, tant et si bien que Bouteflika était pratiquement toute la journée chez son ami Khalil. Ils mangeaient chez lui, ils dormaient chez lui, ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient ensemble. Bon, ils ont grandi ensemble. Hein, et ensuite, en 1956-57, bon, ils se sont séparés. L'un est allé faire des études aux États-Unis, l'autre a rejoint la Wilaya 5, donc l'armée de libération nationale. Et bon, les liens sont restés, hein, des liens de 20 ans ou plus. Et donc, il est allé chercher son ami le jour où il a été nommé. Un ami que vous connaissez bien, puisque vous l'avez croisé à la Sonatrach en 73. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Vous avez travaillé avec lui. Enfin, quand Chekib Khalil est arrivé à la Sonatrach en 1973, c'est la première fois qu'il mettait les pieds en Algérie d'abord. Hein. Il est de parents algériens, mais il avait de tout temps vécu au Maroc. Quand il a quitté le Maroc, c'est pour aller faire des études aux États-Unis. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur et même un PhD, un doctorat aux États-Unis. Il a ensuite travaillé dans une entreprise américaine. Il n'a pas pensé venir en Algérie. Nous sommes allés le chercher hein, aux États-Unis. Au cours d'une mission, un des premiers ingénieurs également de la Sonatrach, qui lui-même avait fait ses études aux États-Unis, qui le connaissait, qui l'a vu et qui lui a dit « Pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre toi aussi à la Sonatrach ?» Bon, c'est comme ça qu'il est venu donc en 1973. Et je trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais déjà directeur de la production et c'est moi qui l'ai accueilli au sein de la direction de production. Hein, Bon, alors en tout cas, ce n'est pas vous qui l'accueillez en 1999, mais c'est le président Bouteflika qui va le chercher. Il travaille aux États-Unis. Chekib Khalil, vous racontez dans votre livre, traîne un peu les pieds pour venir. Hein. Il y met une condition financière. Chekib Khalil a passé donc entre 73 et 79, grosso modo, jusqu'à la mort de Boumedienne. Il est resté en Algérie, il est reparti à nouveau aux États-Unis à ce moment-là. Et là, il a été à la Banque mondiale, il a obtenu donc un poste à la Banque mondiale. Il y est resté encore une vingtaine d'années, donc jusqu'en 1999. Et c'est lors de l'Assemblée générale des Nations Unies d'octobre 1979 que M. Bouteflika est allé à New York pour participer à cette réunion.
Et comme il était en train de constituer son équipe, il devait avoir déjà en tête, bien entendu, qu'il prendrait Khalil, son copain. Il l'a rencontré à cette occasion-là et il lui a proposé donc de le prendre. La condition financière qu'a posée Khalil, c'est qu'il était sur le point, je pense, de terminer son mandat à la Banque mondiale, ou en fait tout au moins, s'il quittait la Banque mondiale à ce moment-là, sa retraite aurait été amputée d'un certain nombre de points, ou enfin il aurait eu une perte financière, mettons, sur sa retraite. Et il a exigé de Bouteflika, il dit bon d'accord, je veux bien venir, mais à condition que tu prennes la différence. La différence, que je n'y perde pas d'un point de vue financier. Voilà. Vous racontez dans votre livre que finalement, Chekib Khalil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, ça incontestablement. Ce Chekib Khalil est arrivé pour moi, et pas uniquement pour moi, il y a énormément de gens en Algérie qui y pensent, au sein du pouvoir lui-même. C'est-à-dire, on arrivait à une privatisation. Non, que Chekib Khalil était envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier algérien aux Américains. L'homme de bouche. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Ça, les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Et donc il a tout fait pour aboutir à cela. Et il a donc créé cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux États-Unis. Et la loi algérienne n'est entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Et les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves de pétrole dans le monde. L'Algérie, dans leur liste. Et donc il fallait changer la loi, faire en sorte que dorénavant les compagnies pétrolières ne soient pas uniquement propriétaires de leur production, mais soient propriétaires des richesses du sous-sol. À partir du moment où donc, elles avaient une concession, qu'elles deviennent propriétaires également des richesses du sous-sol. Et c'était ça la loi de 2001, la loi de Khalil, puisque dorénavant, selon cette loi, la compagnie nationale ne pouvait détenir qu'un maximum de 30% d'intérêt sur tout gisement pétrolier, les autres 70% appartenant donc à une compagnie pétrolière étrangère, à condition que la compagnie pétrolière veuille bien proposer à la Sonatrach qu'elle prenne une participation. Et si la Sonatrach le refusait, donc la compagnie avait les 100%. La loi est votée, elle a été votée, mais le président Bouteflika, in fine, a refusé de signer les décrets d'application. Alors vous dites que finalement, l'Algérie doit une fière chandelle à Hugo Chavez. Enfin, vous savez, la saga de la loi pétrolière, de cette loi, a duré quand même 4 ans. De 2001 à 2006. À 2005. Et d'abord, il y a eu, la loi a été gelée, parce que d'abord, il y a eu une levée de bouclier. Quand la loi a été proposée par Khalil en 2002, il pensait la présenter à l'Assemblée nationale pour approbation, pour qu'elle devienne une loi. Alors là, il y a eu une levée de bouclier de la part de tout le monde, y compris du Premier ministre de l'époque, qui a mis la loi sous le coude, enfin le texte de loi, il n'a pas voulu le présenter à l'Assemblée nationale. Et le syndicat du GTA s'est mis en grève et il voulait déclencher une grève illimitée. Ahmed Ouyaya était déjà Premier ministre à l'époque? Non, c'était comment s'appelle-t-il Ben Fliss. Ben Fliss, voilà. Donc Ben Fliss avait bloqué cette loi, il ne voulait pas la présenter à l'Assemblée nationale. L'UGTA avait lancé un mot d'ordre de grève illimité pour s'opposer à cette loi. Et c'est grâce à cette grève qui a démarré, il y a eu 48 heures de grève, et elle devait durer en principe jusqu'à ce que la loi soit retirée. Et à ce moment-là, Bouteflika a décidé de geler la loi. Il faut dire que ça se passait, c'était en 2003. C'était un an avant la réélection, donc avant le scrutin. Et là, il savait que, oui, par ailleurs, il y avait également des services secrets qui étaient contre. Et entre autres, ils l'ont fait savoir par plusieurs canaux qu'ils étaient contre cette loi. Et donc, s'il avait les services secrets contre lui et les syndicalistes contre lui, il n'avait aucune chance d'être réélu. D'où son désir de geler la loi. Donc il l'a gelée, mais
dès le lendemain de sa réélection, quelques mois après, hop, il a remis la loi sur le tapis et là, la loi a été votée. Il est passé à l'Assemblée nationale et elle a été donc adoptée. Mais à ce moment-là, il a bloqué les décrets d'application qu'il n'a pas signés. Et là, on revient à la lutte de clans parce que la loi, entre-temps, les choses avaient évolué à travers le monde. Alors Chavez n'a rien à voir avec tout ça. Pour le moment, Chavez n'a rien à voir. C'est d'abord la lutte de clans qui a fait que la loi est restée un peu en suspens. Mais il pensait la mettre en application. Il pensait signer le décret d'application. Et l'intervention de Chavez a été décisive. Donc lui, alors en 2006, au cours d'une rencontre à Alger, il a carrément fait comprendre, parce que si cette loi avait été adoptée par l'Algérie, vous savez, c'est les dominos. Ensuite, c'est tous les pays producteurs de l'OPEP qui seraient passés également au même système. Parmi ces pays-là, il y en avait certainement qui n'attendaient que quelqu'un fasse le premier pas pour qu'ils en fassent autant, et d'autres qui peut-être tout simplement auraient eu peur de représailles de la part des Américains ou autres et qui auraient adopté la même loi. Donc c'était la fin de l'OPEP. Ce n'était pas uniquement l'accaparement des ressources pétrolières algériennes, mais l'ensemble des ressources pétrolières des pays de l'OPEP qui seraient passées entre les mains des Américains. Et c'est là où l'intervention de Chavez a été décisive. Il dit, voilà où tu nous mènes, avec ta loi, voilà où on va. Et là, il l'a retiré complètement. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un secret de Polichinelle, c'est les bases américaines à Tamanrasset, en tout cas les bases américaines en Algérie. L'hebdomadaire Le Canard enchaîné révélait il y a quelques jours ce que vous révélez dans votre livre, et ce qui se murmure dans la presse algérienne depuis des années, c'est la présence sur le sol algérien de bases militaires. Donc vous dites dans votre livre, une base militaire existe à Tamanrasset, elle est découverte au moment d'une affaire, d'ailleurs, que vous révélez également dans votre livre. Cette base militaire de Tamanrasset, à quoi sert-elle? C'est une base militaire, donc elle sert à des besoins militaires. Depuis quand elle est là? À quoi sert-elle? Alors, l'histoire de cette base tient remonte à la date, au moment auquel les Américains ont commencé à s'intéresser au Sahel. Le déclencheur, ça a été la découverte de pétrole au Tchad. Et là, ce sont des compagnies américaines qui ont commencé à exploiter ce pétrole. Et donc, auparavant, il y avait le Nigeria, il y avait le Cameroun qui a un peu de pétrole, l'Algérie, la Libye, mais qui n'était pas, la Libye en particulier, qui n'avait pas de bonnes relations avec les États-Unis. L'Algérie, il y avait cette histoire de loi qui faisait que ça balançait entre oui, je t'aime, moi non plus. Et puis, il y a eu donc la découverte de pétrole au Tchad, et il y a eu également des compagnies pétrolières qui ont intervenu au Ghana, des compagnies pétrolières américaines. Enfin bref, tout ceci pour dire que les intérêts pétroliers américains sont devenus très importants. Et donc les Américains ont voulu intervenir dans le Sahel. Ça rentrait complètement dans le cadre de la politique de George Bush, qui lui, l'essentiel des actions qu'il a enclenchées durant sa présidence sont des actions basées précisément sur la recherche des sources d'énergie et la recherche de pétrole. Il y a eu la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Enfin, toute une série de choses. Et donc le Sahel. Alors, à partir du moment où l'armée américaine voulait s'installer dans le Sahel, il leur fallait des bases. Ils ont sollicité les Algériens, qui ont dit d'accord, et qui se sont mis à réaliser une base à Tamanrasset par l'intermédiaire d'une compagnie algéro-américaine. Ce qui fait elle-même filiale d'une autre compagnie. Halliburton, dont le président